La justice burkinabé entre besoin d'indépendance et besoin de complémentarité avec les autres pouvoirs. Thème d'actualité pour la rencontre statutaire du Conseil supérieur de la magistrature. La rencontre est présidée par le chef de l'État qui a aussi effectué une visite à la cour d'appel de Ouagadougou. Nous développons les deux actualités dans un instant. 280 milliards pour un accès de 8 millions de personnes à l'électricité. Le second compact du Millennium Challenge Corporation est en bonne voie de démarrage de ses activités. Leur retour préalable pour l'effectivité. Nous aurons les détails en cours d'édition. Une semaine à Poura, acte 4. Ce soir, on s'intéresse à l'impact de l'orpaillage sur l'éducation. L'activité a-t-elle eu raison de la scolarité des plus jeunes? Le sujet est retenu pour un constat et une analyse et c'est à suivre. Des troubles à l'issue de la présidentielle au Niger, 2 morts et 468 arrestations, y compris des hommes politiques. L'accès à Internet était très réduit mercredi à Niamey et Zender. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le développement de l'actualité s'ouvre ce soir avec la rencontre statutaire du Conseil supérieur de la magistrature. Une rencontre qui permet de faire le point sur les rendements de la justice et de s'interroger sur l'équilibre à trouver entre le besoin d'indépendance et le besoin de complémentarité avec les autres pouvoirs. Et comme à l'accoutumée, le chef de l'État s'est acquitté de son obligation constitutionnelle en présidant la cérémonie. Le compte rendu avec Roger Kam et Abdelaziz Yakibou. 6 ans après l'entrée en vigueur des textes consacrant son indépendance, le pouvoir judiciaire burkinabé reste encore ballotté entre besoin d'indépendance véritable et besoin de complémentarité avec les autres pouvoirs constitutionnels. Quelles voies et moyens pour renforcer cette indépendance et forger des juridictions performantes et une justice équitable pour tous? Autant de préoccupations consignées dans 2 rapports de synthèse soumis à l'examen de cette réunion statutaire du Conseil supérieur de la magistrature. Quelque chose qui est nouveau dans une démarche, il faut s'attendre certainement qu'il y ait des difficultés dans la mise en œuvre. Difficultés de plusieurs ordres. Des insuffisances au niveau du gouvernement dans l'appréciation de cette indépendance, des insuffisances au niveau des magistrats. Et nous avons dit qu'il était important que nous puissions ensemble savoir que nous devons pouvoir nous parler et chaque fois faire les critiques constructives qui nous amènent tous à adopter les pratiques de l'état de droit, chacun en ce qui concerne son domaine. La question de l'indépendance de la justice, c'est une quête permanente. Les échanges avec le président du Faso ont mis un point d'honneur sur les conditions de travail des animateurs de l'institution judiciaire. Occasion aussi pour évaluer le rendement des juridictions au cours de l'année écoulée. Une année émaillée de tourmentes liées au bras de fer entre les syndicats des magistrats et le ministère de la Justice. Et il y a eu des moments où le travail de justice a été interrompu pour des difficultés diverses. Mais Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les acteurs judiciaires à l'heure actuelle ne demandent qu'à faire leur travail. Donc c'est vous dire que les dossiers pendants, les acteurs judiciaires vont s'atteler effectivement à ce que ces dossiers soient jugés. Au regard en tout cas de ce que nous avons examiné ensemble, nous pouvons féliciter le magistrat pour le travail qui a été abattu, nonobstant un contexte qui était assez difficile, aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan social. Tout en saluant les efforts des acteurs de la justice exerçant dans toutes les contrées du Burkina, le président du Faso a réaffirmé son engagement et celui du gouvernement à consolider le fil du dialogue avec toutes les institutions de la République. Oui, et comme vous l'avez entendu, le président du Faso se dit disposé à accompagner l'institution judiciaire pour l'atteinte de ses objectifs de renforcement de l'état de droit au Burkina. Et pour preuve de sa bonne disponibilité, une visite à la cour d'appel de Ouagadougou pour toucher du doigt les réalités du travail des acteurs. Nous restons avec Roger Kam et Abdelaziz Yakibou. Une immersion du président du Faso, garant du pouvoir judiciaire, dans le quotidien du personnel de la cour d'appel de Ouagadougou, 6 à Ouagadougou 2000.
Les pas sont guidés par un élan de consolidation de l'état de droit au Burkina via l'amélioration des conditions de travail des acteurs qui manipulent la machine judiciaire. Du rez-de-chaussée au 3e étage, Roch-Marc Christian Kaboré s'est imprégné des réalités des locataires de cet immeuble R+3 au bureau exigu et en nombre insuffisant. La symbolique, c'est de vérifier par l'exemple un cas spécifique des problématiques au niveau donc, de cette cour d'appel et de savoir que ça, ce n'est qu'un exemple que nous avons vu, qui se répercute dans d'autres secteurs et sur lesquels il nous faut exercer une profonde réflexion pour apporter des solutions durables. Parce que ce n'est pas tout à fait normal que les magistrats, faute de bureau, soient obligés de rester à la maison pour travailler. Visite accueillie à cœur joie par les occupants des lieux qui espèrent déjà des lendemains meilleurs. Ça fait des années que nous vivons cette situation. Dès que la saison des pluies arrive, vous ne pouvez pas passer ici. Donc ne serait-ce que, que les plus hautes autorités puissent venir toucher du doigt les réalités que nous vivons. Franchement, c'est comme s'ils partageaient avec nous nos réalités. Cette visite entre dans la logique de la feuille de route qui découle des échanges entre le président du Faso et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Programme chargé pour le chef de l'État qui était cet après-midi avec une délégation de la 38e conférence de la Conféges. Il s'agit des ministres de la Jeunesse et des Sports des 43 pays membres. Présents à Ouaga, ils prennent part en présentiel ou en visioconférence à cette activité majeure qui débute ce 26 février. La substance des échanges avec Daouda Ouattara et Mariam Ouattara. Les ministres Salifo Thiem Touré, Dominique Marie-André Nana et leurs homologues de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie Conféges chez le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous sommes la veille de la session ministérielle de la 38e Conféges et ils sont là pour bénéficier des conseils du président du Faso. Les conseils qu'il nous a donnés vont nous permettre réellement de positiver cette 38e conférence, afin que, comme lui-même l'a dit, que ce soit la francophonie, que la Conféges gagne pour l'avancée du secteur jeunesse et sport que nous encadrons. Je dois dire que nous avons également saisi l'occasion pour le remercier pour l'accueil et toutes les dispositions prises pour que ces travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Surtout dans ce contexte où le Covid-19 sévit, donc que le Burkina Faso organise cet événement d'envergure pour notre institution, c'est un sacrifice que nous mesurons, dont nous mesurons la porteur. Débuté le mardi 23 février dernier, la 38e Conféges se poursuit jusqu'au samedi 27 avec pour point d'orgue l'élection du secrétaire général de la Conféges, poste auquel le Burkina Faso présente un candidat en la personne d'Alexandre Yougbaré. Et qu'en est-il de l'actualité à la primature? Eh bien, il y est question du rayonnement de l'entrepreneuriat burkinabé avec le nouveau bureau du conseil d'administration de la maison de l'entreprise. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec la présidente de la commission de l'informatique et des libertés. Le résumé de ces deux audiences avec Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. Veiller au respect des droits des personnes en matière de traitement de leurs données personnelles, c'est la mission principale de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Pour mener à bien cette mission, il lui faut un soutien de taille. C'est ce soutien que la présidente de l'institution, accompagnée d'une forte délégation, sollicite auprès du chef du gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de bases de données sont hébergées à l'étranger. Vous savez que les Burkinabés n'ont pas trop la culture de la plainte quand les données personnelles, on porte atteinte à leurs données personnelles. Donc nous avons pour mission de les sensibiliser, de les informer à une meilleure protection de ces données-là. Donc nous avons demandé l'accompagnement de son Excellence pour pouvoir renforcer davantage la visibilité
comité de la Commission de l'informatique et des libertés. Dans les tout prochains jours, la CIL va organiser un séminaire gouvernemental pour sensibiliser les premiers responsables du pays. Une sensibilisation assortie d'une campagne multimédia dans l'espoir d'atteindre la majorité des Burkinabés. Autre sollicitation ce jour auprès du Premier ministre, c'est celle de la maison de l'entreprise portée par son conseil d'administration. Installée le 19 février 2021, la nouvelle équipe est venue se présenter au chef du gouvernement, mais pas seulement. Nous avons demandé à ce qu'il soit notre plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, celui de l'Emploi, du Commerce et des Finances, afin que les valeurs qui ont présidé à la création de la maison de l'entreprise, de lui confier le faire-faire des ministères, que ceci soit concrétisé sur le terrain. Avec le soutien du Premier ministre, Oumarou Yougo et les siens veulent inverser les tendances pour un entrepreneuriat en pleine croissance au Burkina Faso. La journée internationale de la femme, c'est dans un peu moins de 2 semaines. La commémoration cette année aura un sceau particulier. Lancement d'un numéro vert de dénonciation des violences, panel et organisation d'émissions radiophoniques et télévisuelles, sans oublier l'acte solennel de la salle des banquets en format réduit. Ces détails sont donnés par la ministre en charge au cours d'un point de presse que nous résume Oumou Sissé. La 164e édition de la Journée internationale de la femme se tiendra au Burkina sous un format réduit. Pour cause, la maladie à coronavirus. Le 8 mars 2021 sera célébré dans toutes les régions. Et pour la commémoration nationale, plusieurs activités sont au programme. La tenue d'un panel sur le thème national afin de permettre une meilleure appropriation du thème. L'acte solennel de commémoration interviendra le lundi 8 mars 2021. Elle se tiendra dans la salle des banquets de Ouaga 2000. À cette occasion, seulement 600 personnes auront accès à la salle. Un accès qui sera conditionné par le port obligatoire du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique selon Laurence Ilboudou. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives, thème national de la célébration du 8 mars 2021. Il s'agira de présenter des services financiers numériques disponibles ainsi que leurs avantages, d'inciter les femmes à utiliser les services financiers numériques dans leurs transactions courantes, de présenter des possibilités que le e-commerce offre ainsi que ses avantages dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Toute chose qui permettra à l'entrepreneuriat féminin de mieux se développer selon la ministre en charge de la femme. La célébration de la Journée internationale de la femme débute le 2 mars avec le lancement des numéros verts pour la dénonciation des cas de violence basés sur le genre. Et cette question à présent qui intéresse, où en est-on avec le second compact du Millennium Challenge Corporation? Eh bien, les activités sont en bonne voie de démarrage. L'unité de formulation étant en plein travail pour les préalables à l'effectivité des projets. Mise en place d'organes recrutement de personnel et prise de décrets sont entre autres les étapes à franchir. L'équipe de coordination était face à la presse ce jour pour le point de l'avancement. Les détails avec Vincent Kenrobeogo. Le second compact du Millennium Challenge Corporation conclu en août 2020 entre le Burkina Faso et les États-Unis est dans une phase préparatoire pour démarrer en 2022. Selon le coordinateur de l'unité de la formulation de ce compact, des avancées sont notables vers son implémentation. L'entrée en vigueur du second compact est en effet précédée d'une période de préparation de 24 mois maximum, nécessaire à la mise en place et à l'opérationnalisation de l'entité Millennium Challenge Account du Burkina Faso 2. Cette période est consacrée également à la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l'aide mémoire et en vue d'optimiser les bénéfices liés aux investissements prévus. C'est pourquoi l'adoption récente du décret de création du MCA apparaît comme une belle avancée pour les différents acteurs.
Le second compact du Millennium Challenge Corporation, financé à plus de 500 millions de dollars, soit environ 280 milliards de francs CFA, par le gouvernement américain, vise à développer le secteur de l'énergie au Burkina Faso à travers 3 grands projets. 8 millions de personnes doivent en ressentir directement les bénéfices à travers un meilleur accès à l'électricité et à moindre coût. La manne financière devrait aussi profiter au secteur privé burkinabé au regard des grands chantiers infrastructurels à réaliser, mais à une condition, que les entreprises nationales s'y préparent et dès maintenant. Il y a des marchés. Alors, ces marchés, nous souhaitons que le secteur privé burkinabé puisse tirer une partie, en tout cas puisse gagner des marchés, puisque cela va augmenter en fait l'impact du programme sur l'ensemble de l'économie du Burkina. Et ça, nous ne cessons de relancer le secteur privé par rapport à sa préparation. Parce que c'est des marchés de niveau international et on ne gagne pas ces marchés-là en utilisant les méthodes qu'on utilise pour les marchés nationaux. À ce stade, l'unité de formulation du second compact travaille à la mise en place de certains organes, au recrutement de personnel et de firmes pour les études de faisabilité. Et quelle stratégie adopter pour relancer l'économie nationale fortement impactée par l'insécurité et le Covid-19? Les acteurs du domaine veulent réussir l'exploit de passer de 1,9% de l'économie en 2020 à 4% en 2021. Pour ce faire, ils sont depuis ce 25 février en quête de stratégie à mettre en œuvre. Nongba Kouda et Momoni Soubeiga. Avec un taux de croissance de 1,9% en 2020 contre 5,7% en 2019, l'économie burkinabèse s'est montrée visiblement moins performante ces dernières années pour deux raisons majeures, la survenue du Covid-19 et l'insécurité. Au département de l'économie, des finances et du développement, l'heure est à la réflexion pour relancer cette économie. Au départ, les projections donnaient une récession de notre économie, autour de 2%. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons avec les derniers chiffres que nous avons eus et le cadrage qui est fait, le taux de croissance serait positif et frôlerait les 2%. C'est vrai que lorsqu'on compare par rapport à 2019 où on était à 5,7, être à 1,9 n'est pas performant. Et pour relancer l'économie nationale, le département de Lassana Kaboré a sa petite idée. Il compte mettre l'accent sur la rationalisation des dépenses publiques et la poursuite de sa politique de mobilisation des ressources propres. La relance économique, il n'y a pas de miracle, c'est de soutenir d'abord les entreprises qui ont été fortement impactées et nous allons poursuivre aussi les mesures d'accompagnement même des acteurs. Vous savez qu'avec le ministère du Commerce, avec la Chambre du Commerce, nous allons travailler surtout pour les jeunes, voir comment créer en tout cas un environnement plus propice, tout ce qui concerne les startups, encourager nos jeunes à faire de la création, encourager les femmes ou ceux qui ont les porteurs d'idées, des projets, donc pouvoir travailler dans ce sens-là et assainir bien sûr notre cadre. La poursuite des efforts dans le domaine de l'aménagement du territoire et la mise en œuvre des projets des pôles de croissance sont également des grands chantiers qui attendent ce département ministériel dans le cadre de la relance économique. L'objectif est de passer de 1,9% de taux de croissance en 2020 à 4% en 2021. Dans l'union des forces, l'UNICEF et la coopération japonaise s'investissent pour des écoles plus résilientes face à l'insécurité. L'approche est appelée Safe School et permet la réalisation de 18 infrastructures scolaires au profit du poste primaire dans les régions du centre et du centre-sud. Le coût de la convention signée ce 25 février est estimé à 6 milliards de francs CFA. Le témoignage de Moussa Oudraogo et Fousseni Kindo. Des signatures et échanges de paraphes qui vont contribuer au renforcement de l'état de droit au Burkina Faso dans la formation des citoyens à travers l'école. Le Japon, l'UNICEF et le ministère en charge de l'éducation nationale scellent ici un partenariat qui va aider à la réalisation de 18 CEG dans les régions du centre et du centre-sud. Un financement de plus de 6 milliards et demi de francs CFA. Et dans ce projet, l'UNICEF intègre un volet formation des acteurs. C'est l'occasion pour moi de saluer l'implication de l'UNICEF
dans la réalisation de ce projet qui intègre un volet de renforcement de capacité au profit de acteurs directs de l'éducation. En effet, les enseignants et des comités de gestion des écoles bénéficieront de formation. Ceci en vue d'une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires. Pour l'UNICEF qui s'engage pour une éducation de qualité au Burkina Faso, l'approche Safe School est aussi implémentée pour une éducation de qualité et contribuer à la résilience. Il est important que chaque enfant, où qu'il soit, ait accès à l'éducation. Donc il y a, comme je l'ai dit, aussi plus de 2000 écoles qui sont fermées qu'on doit essayer de voir comment réouvrir. Mais même dans les écoles qui sont ouvertes, on doit préparer nos enfants à être résilients. Ça veut dire quoi, Safe School? Ça veut dire que autant les enseignants que les élèves sont formés à prendre le bon comportement au cas où il y a un danger qui se passe. Ces 18 CEG de l'avis de l'UNICEF et de ses partenaires seront sous le label ECAM, École de qualité Amis des enfants, implémentée depuis 2014 au Burkina Faso. Le Japon qui met une fois de plus la main à la poche pour cette fois-ci le renouvellement du parc automobile de la RTB, 10 véhicules pick-up et un minibus estimé à plus de 220 millions de francs CFA. Un don qui entre dans le cadre du projet de renforcement des capacités logistiques de la nationale du son et de l'image. La remise des clés est intervenue cet après-midi et nous suivons l'immortalisation avec Nong Bakuda et Sébastien Zongo. La radio-diffusion-télévision du Burkina reçoit 11 véhicules flambant neufs, 10 pick-up et un minibus. C'est l'aboutissement du projet de renforcement des capacités logistiques de la RTB. Un projet ficelé dans le cadre des dernières élections présidentielles législatives et celles municipales à venir, mais retardé pour cause de Covid-19. Il demeure d'actualité pour répondre aux besoins de mobilité pour que la radio et la télévision d'État soient davantage au cœur des grands événements. Le staff managérial de la RTB qui est conscient du fait que l'État du Burkina ne peut pas à lui seul tout faire pour la RTB, a pris des initiatives, notamment avec la coopération japonaise, pour donc obtenir ces véhicules. Et nous prenons l'engagement, comme on l'a dit dans nos entretiens, en tout cas de tout mettre en œuvre pour que ces équipements durent le plus longtemps possible pour le grand bonheur d'abord des populations et bien sûr des travailleurs donc de la RTB. C'est un don de 220 millions et demi de francs CFA de l'ambassade du Japon. Il est financé grâce au fonds de contrepartie pour renforcer la vitalité de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. J'espère que ce don japonais contribuera également de meilleures activités de RTB à l'avenir et nous allons travailler dur ensemble avec le RTB de bien diffuser de l'information de meilleure qualité au public. Ce geste nippon vient s'ajouter à celui qui a permis la rénovation et l'équipement des studios de la radio nationale. Elles font aussi partie des bénéficiaires du matériel d'appui au regard du besoin et de la spécificité de leurs tâches sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité reçoivent l'appui du projet de stabilisation de l'Est du Burkina conduit par Annabelle sur un financement de l'Union européenne. Il s'agit de matériel de protection tactique et roulant pour les unités de gendarmerie et de police de l'Est. La remise ce 25 février à Ouagadougou avec Issa Kafando et Pascal Kane. 2 véhicules blindés, 2 ambulances, 80 motos, 8 pick-up, 2 camions de transport et du matériel de protection. C'est le matériel remis à 2 unités de la région de l'Est, l'escadron de groupement mobile de la gendarmerie et de la police nationale de Fada.
C'est un don du projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina, un projet conduit par l'Agence de développement belge sur financement de l'Union européenne. Ce matériel est remis après une formation de ces unités pour une grande efficacité sur le terrain. Vous avez vu l'importance quand même de l'équipement qu'on peut aujourd'hui remettre aux forces de sécurité, à la police nationale et la gendarmerie. Et on fait aussi la formation et on fait aussi beaucoup pour soutenir la mobilité des forces de sécurité. Mais je voudrais souligner un autre aspect qui fait aussi partie de notre coopération, c'est le renforcement de la confiance entre les forces de sécurité et la population. Reconnaissance et gratitude, ce sont les premiers mots du ministre de la Sécurité du Burkina Faso après réception du matériel. Ousseini Compaoré salue le caractère participatif du projet qui a permis d'identifier les besoins réels des unités sur le terrain des opérations. Ce matériel va nous permettre une certaine mobilité. Et cette mobilité nous permet d'être en contact avec les populations. Et si nous sommes en contact avec les populations, nous assurons leur sécurité. Notre présence est une garantie de sécurité pour ces populations. Et c'est pour cela que ce type de projet, avec l'accompagnement de l'Union européenne, va se multiplier. Au regard de la réussite de cette première phase, l'ambassadeur de l'Union européenne annonce la poursuite du projet. Une seconde phase avec un budget encore plus substantiel de 5 millions d'euros qui concernera d'autres régions touchées par le terrorisme. Nous voici à la rubrique Une semaine à Poura et ce soir, nous parlons une fois de plus de l'orpaillage. L'activité, vous l'avez suivi dans nos éditions de la veille, occupe une bonne partie de la population, y compris les plus jeunes. Cela a-t-il un impact sur leur scolarité? L'orpaillage a-t-il eu raison de l'éducation? Élément de réponse sur place avec Ali Doubadini et ses cousins. Poura, localité aurifère, abrite différents services sociaux de base, parmi lesquels les services éducatifs. L'activité principale ici demeure l'orpaillage. Hommes, femmes, enfants rêvent du bon filon, de quoi nourrir des inquiétudes quant au maintien des élèves en classe. Mais il n'en est rien ici, rassure les premiers responsables du système éducatif. Il faut dire que l'orpaillage, c'est vrai, c'est la principale activité, mais fondamentalement, ça ne joue pas trop sur donc, la fréquentation des enfants et aussi sur les rendements scolaires. Les effectifs dans nos écoles ici, ça va surtout en ce qui concerne les écoles de Poura 1000, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville de Poura, où nous avons environ 5 écoles, 6 écoles même. Les effectifs sont acceptables. Les 6 enfants sont tous à l'école. La souffrance que moi j'ai vue, je ne veux pas que mes enfants là aussi soient inutiles, négatifs comme moi. Non, puisque je ne veux pas. Je vais miser, faire tous mes 1000 manières pour ne pas laisser les enfants faire de n'importe quoi. Bon, il faut avoir des diplômes, il faut avoir une bonne indication, il faut avoir du travail. Quotidien des populations de Poura 1000, la recherche du sésame précieux, l'or. Une situation qui n'impacte pas fondamentalement la fréquentation des écoles. En 2019, on avait pour tout 3952 élèves inscrits dans toutes les écoles de la commune. Et cette année, nous avons 4126 élèves que nous gérons dans les écoles. Alors cette année, par exemple, nous avons une école qui a 111 élèves dans la classe. Dans le cas de CE2, à notamment Poura A. À Poura B, le CE1 a 115 élèves. À Poura C, nous avons 3 classes qui ont plus de 100 élèves. Et à Poura D, il y a une classe, notamment le CP2, qui a 106 élèves dans sa classe. Et ce n'est pas tout. Ces effectifs pléthoriques sont également accompagnés de résultats encourageants. En 2019, la saison 2019, là, la SEB avait 94,02% de succès au CEP. Voilà, nous étions classés première SEB de la province des Balais.
les ballets qui comptent 10 communes. L'année passée, à côté, en 2020, nous avions un taux de succès de 92,20%. Nous étions encore premiers. Donc, les résultats, dans l'ensemble, ça va. Cependant, tout n'est pas rose, relativise par ailleurs l'inspecteur, chef de la circonscription d'éducation de base de Poura. Des cas d'abandon en cours d'année scolaire existent ici également, mais tous ne sont pas imputables à l'activité de leur paillage. Au CEP, il faut dire que c'est surtout dans cette classe-là que le plus souvent on observe des abandons au CEP. La session de 2019, là, il y avait 341 candidats et il n'y avait que 6 abandons. En 2020, l'année passée, à la session du CEP, on avait 320 candidats. Il y avait également 6 abandons. C'est vrai que leur paillage peut avoir un effet, mais pas forcément leur paillage seulement, parce que partout ailleurs, on observe toujours ce genre de cas. Qu'à cela ne tienne, il faut rester vigilant et en alerte maximale, avise le premier responsable de l'éducation de base de Poura. Il félicite par ailleurs les parents d'élèves pour leur attachement à l'éducation, socle de tout développement. Voilà, rendez-vous est pris pour demain pour un autre épisode d'une semaine à Poura. Une page santé dans ce journal et l'on évoque la 3e phase du nouveau mécanisme de financement de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Pour une réponse appropriée aux 3 maladies, le Burkina Faso bénéficie d'une enveloppe du Fonds mondial couvrant la période de janvier 2021 à décembre 2023. En présence des partenaires au développement, le ministre de la Santé a lancé ce 25 février la mise en œuvre des dites subventions. Le témoignage de Souleymane Sanou et Sekou Zongo. La lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme au Burkina Faso décroche une 3e phase de financement du Fonds mondial de lutte contre ces 3 maladies. À travers cet atelier, les acteurs de la santé et les partenaires techniques et financiers officialisent les subventions de la période 2021-2023. Des subventions qui permettront au renforcement du système sanitaire dans la gestion de ces maladies ciblées. En ce qui concerne le VIH, nous devons intensifier sur les interventions clés qui vont nous permettre de réduire le VIH et d'améliorer la prise en charge. Au niveau de la tuberculose, nous devons accroître la qualité des services en matière de diagnostic et de traitement. Et nous devons également, avec ces fonds, renforcer le système de santé et aussi les initiatives communautaires qui nous permettent de réduire donc la maladie au niveau de la population. Ce sont environ 134 milliards de francs CFA mobilisés qui seront injectés dans le système sanitaire au Burkina Faso. Ces subventions auront le mérite d'accroître la qualité des services de soins et de réduire l'incidence du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme, à en croire le chef du département de la santé. Et pour la lutte contre le Covid-19, tous s'y mettent. En ce qui concerne les artistes plasticiens, l'une des stratégies, c'est de véhiculer des messages de sensibilisation à travers une centaine d'œuvres, de toiles, de tableaux et de photographies. 30% des fruits de la vente sera aussi reversé au ministère de la Santé. L'initiative est de l'Association pour la promotion de l'art plastique et le rendez-vous prévu du 24 au 28 février à la mairie centrale de Ouagadougou. Le démarrage avec Nomba Kouda et Ahadi Sandamba. Port de masque, sculpture en bronze au carré des étalons. Le geste est certes symbolique, mais marque l'engagement des artistes plasticiens, photographes, graphistes et sculpteurs du Burkina Faso dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Une action qui marque également le début d'une exposition vente d'œuvres artistiques. Des œuvres qui attirent l'attention des populations sur la nécessité de se protéger contre le Covid-19. On a été inspirés des uns des autres qui sont dans la même situation que nous, notamment aussi les artistes musiciens qui chacun a essayé d'apporter sa pierre afin que vraiment nous puissions ensemble lutter contre justement cette
pandémie-là. Une quarantaine d'artistes plasticiens ont pris part à la résidence de création. Ils ont réalisé une centaine d'œuvres en peinture, en sculpture et en photographie. Des œuvres qui font la promotion des mesures barrières dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le dojo qui est en même temps des praticiens et qui vend les médicaments contre les remèdes de certaines pathologies invisibles et qui accepte de porter les cassinés, pourquoi pas moi. Donc c'est ce message que je vais porter à la population burkinabé. Je voudrais saluer cette initiative et saluer tous ceux qui s'y sont mis pour, à travers donc, ces œuvres-là, nous montrer que la Covid-19 est encore à l'ordre du jour. Portée par l'Association pour la promotion des arts plastiques APAP, cette exposition vente d'œuvres artistiques se tient dans la cour de la mairie centrale de Ouagadougou du 24 au 28 février prochain. A noter qu'en plus de la sensibilisation, 30% de toute œuvre vendue sera reversée au ministère de la Santé, une contribution à la lutte contre le Covid-19. En sport, vous l'avez sans doute suivi tout à l'heure, les demi-finales de la CAN U20 en Mauritanie se joueront sans le Burkina Faso qui a perdu face à un des néophytes de la compétition. Les étalons, après un nul de 0 but partout, se sont inclinés à l'issue des tirs au but en concédant 3 tirs contre 5 pour l'Ouganda. Le Burkina se console avec le titre de meilleur joueur du match qui échoua à Geoffroy Bazier. Et dans la première rencontre des quarts de finale, le Ghana, au bout du suspense, a pris le meilleur sur le Cameroun en réussissant 4 tirs contre 2 à l'issue d'un match nul d'un but partout après prolongation. Ce vendredi, le Maroc croise la Tunisie à 16h et la Centrafrique défie la Gambie. Au Niger, des heurts ont éclaté après l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle. 2 personnes ont perdu la vie et plus de 400 autres en état d'arrestation. Les résultats annoncés par la commission électorale sont contestés par l'opposition qui revendique la victoire de son candidat Mahamana Ousmane. Les premières échauffourées ont commencé dès l'annonce des résultats provisoires. Dévoilé par la commission électorale indépendante, il donne Mohamed Bazoum, proche du président sortant Mahamadou Issoufou, vainqueur avec près de 56% des voix. Je voudrais enfin féliciter mon challenger, le président Mahamadou Ousmane, pour le score remarquable qu'il a réalisé. Connaissant sa sagesse, je voudrais compter sur lui pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition, mettre fin aux tensions inutiles. Mais le candidat de l'opposition, dont certains partisans ont commencé à exprimer leur colère dans la rue, dénonce un hold-up électoral et crie victoire. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. La compilation des résultats des PV en notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix. Chaque poussée de fièvre est surveillée avec inquiétude au Niger, dont l'histoire a été marquée par les coups d'État. Pour la première fois depuis l'indépendance, 2 présidents élus devraient se succéder. Le camp de Mahamadou Ousmane menace de déposer des recours en annulation, mais la commission insiste sur le caractère provisoire des résultats annoncés et c'est désormais à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Et c'est ce qui referme l'édition unique de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.